En 1830, le roi français Charles X décide de conquérir l'Algérie. La première expédition de marine royale française se fait au milieu de l'année 1830. Le 5 juillet de cette même année, Alger est sous la domination française. Ce jour même, le Dey d'Alger, le Dey Hussein, signe la capitulation. Le pouvoir ottoman s'effondre. Cette conquête rencontrera plusieurs oppositions, notamment celle de l'émir Abdelkader, qui fut à la tête d'un mouvement insurrectionnel contre la présence française sur le territoire algérien. Le pays ne sera définitivement pacifié qu'à la fin des années 1890 avec la capitulation de l'émir Abdelkader. L'Algérie n'était pas considérée comme une colonie du côté français, mais comme une partie du territoire français qui se prolongeait en Afrique, qui se décomposait en 4 départements, celui d'Alger, d'Oran, de Constantine et celui des territoires du Sud, le Sahara. Le 8 mai 1945, à Sétif dans le Constantinois, des nationalistes algériens défilent pacifiquement contre le colonialisme et réclament l'égalité des droits. Cette date et cette action marquent les premières contestations contre le colonialisme français sur le territoire algérien. Cette manifestation dégénère et le bilan de morts et de blessés des deux camps est lourd. À partir de cette date, les nationalistes algériens comprennent qu'ils doivent se battre les armes à la main pour leur indépendance. Le 1er novembre 1954, le début de la guerre d'Algérie. C'est le début d'une rébellion généralisée. Cette guerre, que l'on appelle l'événement d'Algérie du côté français, devient une guerre meurtrière qui met encore plus en difficulté la France, qui est déjà affaiblie par sa défaite contre l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi durant la guerre d'Indochine, où les indépendantistes indochinois qui battent l'armée française dans la bataille de Dien Bien Phu, contraignant la France à accepter l'indépendance de l'Indochine. En 1956, c'est la date où la France décide d'envoyer le contingent. Malgré le nombre important d'hommes sur place, ils peinent à maintenir l'ordre. Le FLN, Front de Libération Nationale, gagne de l'influence dans la population musulmane, qui s'y joint progressivement. En 1957, la bataille d'Alger. Cette bataille permet aux forces françaises d'éradiquer les cellules du FLN qui faisaient régner la peur et la terreur avec des attentats à la bombe à Alger. Le 13 mai 1958, un putsch militaire a lieu en Algérie. Avec l'ouverture de négociations avec le FLN pour une solution politique pour l'Algérie, les partisans de l'Algérie française sont en colère et se soulèvent en manifestant à Alger. Ils menacent même de combattre sur le sol de la métropole. Avec cette tournure, le président français René Coty appelle le général de Gaulle au pouvoir. Le 1er juin 1958, De Gaulle devient président du Conseil et bénéficie des pleins pouvoirs pour mettre fin à la rébellion des putschistes de l'armée française et élabore la nouvelle constitution. Le 4 octobre 1958, cette insurrection aura raison de la 4e République et le général de Gaulle instaure la 5e République avec un référendum de plus de 82% des voix favorables à ce projet. En 1959, De Gaulle entame des négociations secrètes avec le FLN, ce qui attise par la suite le mécontentement des pieds noirs qui par définition sont les Français d'Algérie non musulmans. En 1960, suite à leur colère, ils se révoltent et manifestent à Alger et organisent une semaine des barricades, cet événement que l'on appelle la semaine des barricades. Le 4 novembre 1960, durant son discours, De Gaulle, qui avait été appelé pour garder l'Algérie française, annonce une future république algérienne. Le 8 janvier 1961, le référendum proposé par le général de Gaulle vient à statuer sur l'autodétermination des populations algériennes, qui était organisée en France et en Algérie simultanément. Il fut très majoritaire, avec plus de 75% de oui dans les deux pays pour la création d'une république algérienne. Le 21 avril 1961, 4 généraux français à la retraite, Charles Zeller, Joe et Salan, et quelques colonels prennent le pouvoir à Alger. C'est un autre putsch en Algérie. Ils n'arrivent pas à rallier l'armée algérienne et De Gaulle interdit aux Français d'exécuter leurs ordres. Ceux qui parlent avec cet échec rejoignent l'OAS, l'organisation de l'armée secrète.
Le 18 mars 1962, c'est la signature des accords d'Évian. Le ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire de la République algérienne, Karim Belkacem, et le ministre français des Affaires algériennes, Louis Jox, reconnaissent la souveraineté de l'État algérien. Ces accords mettent fin à 8 ans de guerre sanglante et à plus d'un siècle de présence française en Algérie. Le cessez-le-feu fut programmé pour le lendemain à midi. Mais malgré ces accords, la guerre va continuer à faire rage jusqu'à la proclamation solennelle de l'indépendance de l'Algérie le 3 juillet 1962. Le 8 avril 1962, les accords signés un mois plus tôt font l'objet d'un référendum qui fut approuvé par le peuple français à plus de 90% de oui. Le général de Gaulle annonça alors que le référendum régla le problème algérien. Le 22 août 1962, De Gaulle est victime d'un attentat. Le cortège présidentiel qui quittait l'Élysée est pris de parti par 3 hommes armés. Cet attentat était l'œuvre de l'OAS, qui regroupe tous les pieds noirs et qui désapprouve la politique menée par De Gaulle en Algérie. Mais De Gaulle parvient à en réchapper. En 1963, avec les accords d'Évian qui reconnaissent l'indépendance de l'Algérie, Ahmed Ben Bella, chef du FLN, accède à la présidence de l'Algérie et ce fut le premier président algérien. En conclusion de la mémoire de cette guerre d'Algérie, cette mémoire qui est commune à la mémoire française et à la mémoire algérienne, la lourdeur d'un bilan humain qui fut d'environ 400 000 Algériens tués et plus de 25 000 soldats français, plus la question des Algériens musulmans favorables à l'Algérie française et la question de la torture utilisée par les deux camps rendent les relations franco-algériennes très difficiles depuis 1962. La mémoire de cette guerre oppose des souvenirs et des interprétations contradictoires entre les deux rives de la Méditerranée. Malgré cela, les deux pays ont maintenu leurs échanges. La France est devenue le principal pays d'émigration des Algériens. Des accords de coopération ont aidé au développement de l'Algérie, qui fournit aujourd'hui à la France son gaz naturel, alors que cette dernière est son premier fournisseur commercial. Depuis les années 1990, les différents présidents de la République française ont traduit à l'occasion de voyages comme par exemple François Hollande à Alger en décembre 2012, la nécessité de montrer l'exemple de réconciliation économique et politique entre les deux peuples. De ce fait, l'avenir des relations franco-algériennes reste donc prometteur.